Bonjour à tous, je suis donc en présence aujourd'hui de Gérard Landel, un des responsables du musée du machinisme agricole à La Ferté-Milon. Donc le musée du machinisme agricole consiste en quoi exactement? À exposer tout le matériel ancien, aussi bien tracteurs, machines, puisqu'on a été ouvert dans un lieu agricole, un lycée professionnel, et on a récupéré ce matériel-là pour faire voir aux élèves l'évolution. Comment est née cette idée? De Madame Copin, qui était la femme du proviseur, en 1985, et depuis nous avons petit à petit ramené du matériel. Et pourquoi avoir choisi la ville de La Ferté-Milon? Parce que je travaillais dans ce lycée ainsi que Madame Copin, donc nous avons des bâtiments libres, on les a utilisés. Le musée existe depuis combien de temps? Depuis 1985. Et la collection provient des collections personnelles, de particuliers, de vous-même? De particuliers qui nous les ont mis en dépôt, donc ils peuvent les reprendre quand ils veulent, et de particuliers qui nous ont donné le matériel, en disant qu'ils n'avaient plus la place chez eux, qu'ils seraient mieux ici qu'ailleurs. Vous possédez combien de pièces au sein de ce musée? Je les ai jamais comptés tellement on en a, mais en tracteurs, nous avons plus de 50 tracteurs anciens, de marques différentes. Et de quelle année à quelle année? De 1916 à une cinquantaine d'années après. Comme on va pu le voir tout à l'heure, il y a quand même des pièces très rares, hein. Il y a des pièces très rares, effectivement. Il y a des modèles de tracteurs qui sont uniques, qui ont été faits à base de moteurs et de boîtes de vitesse de camions. Alors pour débuter la visite du musée du machinisme agricole à Ferté-Milon, toujours en présence de Gérard Landel, nous nous trouvons là à l'heure actuelle dans la cour intérieure du musée, avec beaucoup de matériel exposé. Qu'est-ce donc ce matériel? Alors c'est du matériel araire. La plupart a été tracté par des chevaux et nous avons du matériel pour le fauchage, le sarclage, le labour, tous différents petits matériels, toujours tractés par des chevaux. On peut dire que ce sont les ancêtres du tracteur? Exactement, ce sont les ancêtres et c'était très agréable de travailler avec les chevaux à cette époque-là. Très agréable de travailler avec les chevaux, mais en hiver ça devait être dur quand même. C'était un métier rude, hein, quand même. C'est un métier rude, mais il n'y avait pas d'autoccupation, donc les gens prenaient un plaisir à travailler avec. C'est bizarre d'entendre ça aujourd'hui, mais j'ai vu beaucoup de personnes anciennes qui m'ont dit c'était un vrai plaisir. Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas très longtemps à la télévision des gens qui retravaillent avec des chevaux par plaisir. Pour revenir à l'ancienne alors. À l'ancienne, exactement, oui. Le matériel que vous présentez dans la cour intérieure, donc du matériel à air, comme on dit, parce qu'il n'y a pas c'est pas par traction, ça date de quelle année? Du 19e siècle. Du 19e siècle, donc on peut s'imaginer au 19e siècle avec les gros chevaux de trait. Voilà, c'est exactement. Et j'ai visité dans fermes où j'ai récupéré ce matériel, où certaines écuries composaient de 20 chevaux à peu près. C'était des fermes, ce qu'on pourrait dire presque industrielles, mais où il y avait le bourrelier, les charretiers numéro 1, charretier numéro 2. C'est très intéressant de récupérer ce matériel dans les fermes où on apprend beaucoup sur l'agriculture. Donc dans la salle du premier étage, on peut remarquer aussi un très bel atelier du bourrelier. C'est un atelier qui a été reconstitué? Effectivement, nous avons reconstruit avec mon ami Pierre cet atelier du bourrelier. C'est une entreprise qui est à La Ferté-Milon et le monsieur a déménagé sur Paris et nous a fait don de tout son matériel, donc qui a servi à son grand-père, son père et lui-même. Et nous pouvons voir aussi que la reconstitution de cet atelier du bourrelier est transmise avec des photos d'époque. Exactement, ces photos ont été fournies par le donateur, qui est monsieur Héroard. Donc, transmises par les donateurs. Qu'est-ce donc un bourrelier? Alors le bourrelier allait de ferme en ferme, ou avait son petit atelier et allait de ferme en ferme, pour refaire tous les équipements pour les chevaux. C'est-à-dire pour tracter les charrettes, les selles et tout. Et à temps perdu, il faisait des petits sacs à main. C'est les premiers qui ont fait des sacs à main. Nous avons différentes pièces ici qui le montrent bien. On appellerait ça maintenant un maroquinier alors. Exactement. Mais là c'était le bourrelier parce que fallait bourrer tous les selles avec du crin de cheval, du crin de mouton. Et c'est pour ça que venait le mot de bourrelier. Et nous pouvons remarquer aussi un certain nombre de machines, à part l'atelier du bourrelier qui est magnifique, je vous invite à venir le voir. Qu'est-ce donc ces machines qui sont là en plein milieu de cette salle? Nous avons différents petits matériels, vu que c'était à l'étage, il fallait tout monter par les escaliers, et nous avons des treilleuses, des barres à beurre, des écrémeuses, une machine à fil à couper le beurre, qui est très spéciale, je vous ferai voir tout à l'heure, ainsi que tous les matériels pour traiter les animaux. Alors on voit aussi pour traiter les animaux, mais alors du matériel de chambre de torture. C'est exactement, quand vous voyez la pince à castration, ça fait un peu peur, mais bon, c'était l'époque, et ça existe d'ailleurs, mais maintenant on endort un peu plus les animaux, ils souffrent moins. Rassurez-moi, la pince à castration, vous ne l'avez jamais confiée à votre épouse? Non, il n'y en avait pas question, je lui ai fait pas voir que ça existait.
Et ça, c'était la note d'humour. Je vois aussi que, bon, malgré que nous sommes dans l'Oise, vous avez quand même du matériel pour traiter la pomme, donc la Normandie, donc un hommage à la Normandie. Il y a la Normandie, il y a les pommes, puisque nous avons plein de vergers ici. Il faut savoir que dans le temps, il y a une cinquantaine d'années, chaque petite ferme faisait son vin ou son cidre. Hein, donc c'est pour ça que nous avons du matériel pour les pommes, du matériel pour le raisin. Alors, monsieur Gérard Languet, vous nous parliez de cette machine à couper le beurre. Pouvez nous en expliquer? Oui, alors c'est une machine de laiterie. Donc vous voyez, on mettait la masse de beurre là-dedans. Avec une vis sans fin, le beurre sortait en carré. Et avec les fils qu'on réglait, on coupait le beurre. D'où le terme, le fil à couper le beurre. Dès qu'on réglait les machines, donc on avait les parts de beurre qu'on voulait. Donc ah oui, ça faisait carrément les parts de beurre. Donc en fait, ça passe comme on dirait communément dans une petite baratte à beurre. Voilà, une petite baratte à beurre. Et à la sortie, le beurre étant long, et on le coupe en morceaux qu'on veut, en réglant. Avec un fil, donc le fil à couper le beurre. Donc avec le fil à couper le beurre, et on disait aussi le beurre en pain de livre, en pain à livre. Exactement. Eh ben merci, et puis on continue notre visite. Donc nous nous trouvons effectivement dans la salle Primo, ce que vous nous parliez tout à l'heure, donc une salle réservée aux engins agricoles, aux tracteurs, mais il y a du matériel rare ici. C'est exact, c'est tout du matériel, et ce matériel appartient à Monsieur Primo, enfin aux établissements Primo, qui nous les a mis en dépôt. Moi, je les ai uniquement nettoyés et peints. Et nous avons des marques différentes, vous voyez, du Caz, du Bolender, du Calbe, du Globe, de très beaux pièces assez rares. Nous avons le Renault et différents matériels. Alors on peut aussi remarquer dans cette salle de tracteurs du matériel qui vient de la Suède, enfin des marques suédoises, des marques allemandes, des marques françaises, même des marques françaises qu'on ne connaît absolument pas Globe en fait. Exactement, moi j'étais surpris en récupérant tout ce matériel, j'étais persuadé comme beaucoup de gamins en sortant que tout venait de l'Amérique, et non, nous avons pas mal de marques françaises et européennes. Oui, donc là en fait on peut dire qu'on représente l'Union européenne. Exactement. Il faut savoir qu'en 1940 à 1959, il existait 87 marques de tracteurs. De marques françaises étrangères, tout compris. 87 marques de... Mais c'était une sacrée concurrence, alors les représentants ils devaient se battre auprès des agriculteurs pour vendre leurs tracteurs. Oui, il faut savoir que le petit gars du coin faisait son propre tracteur. Et après, bon, ça grandit, c'est associé. Mais au départ, vous avez même en matériel, où c'était le gars du coin qui faisait son tracteur. Ah, c'est des choses que l'on apprend, c'est incroyable. Là, je vois par exemple un tracteur de 1933, un tracteur d'origine américaine en fait, la marque Case. Mais la marque Case existe encore. Elle existe encore, ouais. Elle vient d'être achetée par Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Donc on peut voir là les caractéristiques. Alors c'est un moteur essence pétrole. Oui, il démarrait à l'essence et au pétrole en même temps. Ok, et puis donc vous nous dites que c'est quand même un 4 cylindres qu'un temps c'était quand même en avance sur ce temps-là. Oui, nous avons des tracteurs suicides de 1933. Vous avez à côté du tracteur Suède Bolender qui est de 1946 et celui-ci par contre est diesel uniquement. Donc en 1946 on pouvait déjà trouver des moteurs 2 cylindres de temps en semi-diesel. En semi-diesel, parce qu'ils démarraient souvent en l'essence, une fois qu'ils étaient chauds on les mettait au diesel. Mais c'était quand même une très grande avancée technologique. Hein. Ah oui. Je crois qu'après la guerre, c'est ce qui a lancé. On a voulu rattraper le temps perdu, et c'est là que les marques ont sorti tous en même temps. Hein. Il y a aussi des tracteurs qui possèdent des moteurs de voiture. Exactement. Là, nous avons un tracteur Citroën. C'est un tracteur camion qui était pour tirer les péniches. Donc une sacrée puissance. Une sacrée puissance. Hein. Eh ben on va continuer notre visite parmi ces tracteurs. Donc là on voit un tracteur allemand, on voit un tracteur d'Angleterre. Mais attendez, Mark Fordson, mais qu'est-ce qu'il a sur le côté? C'est quoi? C'est pour mettre du charbon de bois? C'est quoi? Exactement, c'était un gazogène. Donc pendant la guerre, nous n'avions plus d'essence. Donc comme sur les voitures, on tournait au gazogène. Et on n'en voit plus beaucoup parce que sitôt après la guerre, on les a détruits en disant qu'on n'en a plus besoin. Et on a du mal à les retrouver. Donc celui-ci est une pièce assez rare. Donc assez rare, mais ça devait pas être facile ni maniable à conduire parce que lorsqu'on voit ce tracteur avec ses cuves à côté, il faut être professionnel quand même. Oui, c'est très dur. Et maintenant on voit les tracteurs avec direction assistée. Là c'était direction insistée, hein. C'était très dur. Oui, c'est comme quand on est invité ou évité. Voilà, c'est exactement ça.
Eh ben, on va continuer un peu notre périple au sein de cette salle Primo que je vous invite à venir voir. Alors là, je tombe sur quelque chose. Origine France, licence anglaise. Alors moi, nous qui sommes collectionneurs de voitures, c'est pas vrai. Il n'y a pas un tracteur Austin. Si, ces tracteurs étaient faits dans l'Oise, à l'autre côté de Compiègne, et sous licence anglaise, mais ils étaient faits en France. Donc sous licence anglaise de la marque Austin, bien connue de nos amis collectionneurs de voitures. Ah oui, c'est ça. Il y a pas mal de marques de sortie, hein, de différents modèles. Alors, comment sont venues ces idées vous parliez tout à l'heure de personnes qui construisaient leur propre tracteur. En fait, ils adaptaient leur tracteur à leurs besoins. C'est ça, et à la demande des clients qui étaient des fermiers qui disaient moi j'ai pas les moyens d'acheter un gros tracteur, est-ce que vous pouvez m'en faire un? Et ça démarrait comme ça, et comme ça marchait bien, il en a fait plusieurs modèles et certaines marques ont démarré comme ça. Alors là, nous avons devant nous un tracteur, mais alors sa marque Babiole. Oui. C'est pas un jouet. Non, c'est une marque, c'est la marque Peugeot. La marque Peugeot qui sortait des babioles. Ah oui, en 1955, ils ont sorti ces tracteurs-là. Comme Citroën, vous verrez plus loin, a sorti des tracteurs Tractavia, sous la marque. Donc, de ce fait, ce Peugeot babiole de 55, mais il doit être équipé d'un moteur 203 Peugeot. C'est ça même, oui. Nous nous trouvons dans la deuxième salle où sont exposés des tracteurs, la salle Monra. Donc toujours hommage aux personnes qui font le prêt ou don de ces véhicules. Voilà, c'était Monsieur Monra Jean, qui malheureusement est décédé. Il m'avait mis en dépôt 12 tracteurs. 12 tracteurs, mais alors aussi ici des tracteurs atypiques, parce que on voit de la Lee-Chalmer, on voit du CLM Diesel 1930, on n'a rien inventé nous de notre temps. Oh non, tout vient de l'extérieur. Donc on voit aussi un tracteur Ford, mais alors il fait étrangement ressembler à une Ford T. Exactement. Alors celui-ci, il est spécial, c'est un particulier, c'était un pilote de ligne qui avait récupéré ce petit tracteur pour sa propriété et malheureusement il est tombé du toit en réparant chez lui et il m'a fait don de son tracteur parce que malheureusement il ne pouvait pas le finir. Donc je suis content de l'exposer ici, en l'honneur de ce monsieur. Et c'est un tracteur qu'on peut remarquer qu'on peut démarrer à la manuelle. Exactement, comme beaucoup de tracteurs à l'époque. Alors il fallait être costaud des bras, Ah mais ils étaient costauds cette époque-là. Alors on continue notre visite aussi avec là nous avons des tracteurs allemands, tracteurs américains, on a Nous arrivons à ce tracteur-là qui est un tracteur CLM, c'est un tracteur une pièce unique. C'est un moteur CLM et le monsieur avec le moteur plus une boîte de camion a fait un tracteur. Donc une fabrication artisanale. C'est une fabrication artisanale, c'est une pièce unique que nous avons. Et qui date de 1930 quand même, et qui développe 12 chevaux sur un cylindre. Et ils étaient forts en mécanique. Ah oui, et puis ils étaient faits avec amour, parce que je trouve qu'il est très très bien fait. Nous trouvons actuellement dans une salle intermédiaire qui est plutôt réservée à du matériel agricole, genre batteuse, à blé, etc. Exactement, toutes les petites batteuses à main, écréneuses, trieurs à grains. Nous avons ici une petite batteuse de 1922 qui est sur roue, donc qui permettait d'aller de ferme en ferme. On faisait le battage pendant 2-3 jours dans une ferme, et une semaine après, on allait dans d'autres fermes. Et les gens se donnaient des coups de main ensemble. Il faut dire que c'est vrai que dans ce milieu-là, il y avait une belle solidarité. Ah oui, et puis c'était la fête des moissons, c'était super. Maintenant, nous avons tous la télé et le cinéma. À cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait rien. Donc, on travaillait dur dans la journée et le soir, c'était la fête. On sortait l'accordéon et c'était très bien. Oui, on se rappelle aussi des concours de chevaux de trait, la vente des animaux de ferme, etc. Ah oui, c'est super. Et puis, moi, je suis d'origine de la Mayenne et je me rappelle ces concours de paillets. C'est-à-dire, quand on faisait les battages, c'était à celui qui allait faire le tas de paille le plus haut possible. Et là, je vois derrière c'est un carrosse, c'est quoi? Voilà, c'est une charrette. C'était pour emmener les petites volailles, les petits cochons au marché. C'était la voiture du marché, la voiture de livraison. La voiture du marché, la voiture de livraison. Chaque petite ferme avait ça. Maintenant, nous avons une voiture. Là, à cette époque-là, c'était une petite voiture hippomobile. Une voiture hippomobile. Et on voit aussi ici donc des taras avec éleveur à grains. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus? Alors le tarar, c'était pour trier le blé. Une fois qu'il était battu, on récupérait le blé sur le sol. Et pour séparer la paille, les mi-pailles qui restaient dedans, avec un ventilateur, on éliminait la paille. Et après, donc, l'élevateur à grains, on a le trieur à grains. Alors, c'est quoi un trieur à grains? Alors, le trieur à grains, c'était pour permettre de trier le grain des différents calibres. Donc, le plus mauvais était gardé pour les animaux, pour les poules, parce que je vous dis, chaque ferme à cette époque-là avait son élevage. Le meilleur était vendu pour le meunier du coin à faire la farine, et on gardait une partie pour ressemer l'année d'après.
ben écoutez, on va clore cette visite puisqu'on va faire découvrir donc votre musée au public par les prises de vue qui ont été prises. Pouvez nous rappeler l'adresse, les heures d'ouverture, etc. Alors ce musée se trouve à la Ferté-Milon, rue de la Chaussée. C'est juste à côté du passage à niveau. Et ce musée est ouvert d'avril à octobre. Donc pas en hiver. Et actuellement sur réservation toute l'année. Uniquement sur réservation pour des groupes. D'accord. Donc il est ouvert tous les jours de avril à octobre.